Bonjour et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de Télé-Sorbonne. Donc nous sommes Marine, Pierre et Marie et aujourd'hui nous recevons Amy et Mathilde qui vont venir nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amy, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et je viens de la région parisienne, dans les Yvelines, vers Versailles. Et je suis en études à Paris 1, j'étudie en master tourisme et plus spécifiquement en valorisation du patrimoine. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et je suis originaire du Mans. Maintenant je vis à Paris où je fais mes études en tourisme avec vous. Et voilà. Génial, vraiment trop bien. Est-ce que vous pourriez, dans un premier lieu, nous parler un petit peu de votre histoire avec le voyage ? Quel est votre rapport au voyage ? Est-ce que vous aviez toujours voyagé ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert un petit peu plus tardivement ? Voilà, dites-nous en plus. Je commence. Alors j'ai un rapport au voyage qui a commencé assez tôt, parce que mes parents sont navigants pour une compagnie aérienne. Donc le voyage a fait partie de notre routine presque depuis que je suis petite. Et effectivement, depuis que je suis petite, tous les étés, on part en vacances plutôt loin dans le monde. Donc j'ai pas mal voyagé. J'ai une belle liste de destinations parcourues à travers le monde. J'en suis assez fière. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance depuis que je suis petite. Et je voyage un peu moins aujourd'hui parce que je vis plus forcément avec eux. Les étés, on part plus ensemble. Mais c'est quelque chose, le voyage, qui reste dans mon quotidien, à travers mes parents, à travers ma sœur ou à travers moi, encore les quelques voyages que je peux faire en tant qu'étudiante. Donc voilà, j'ai un rapport un peu particulier au voyage que j'aime beaucoup. Et toi, Mathilde ? Moi, à la différence d'Amy, j'ai pas trop voyagé loin avec mes parents. On est toujours partis en vacances, mais plutôt proches en France, sur la côte vendéenne, beaucoup. Mais j'ai commencé un peu à voyager en Europe quand j'ai eu 18 ans. Je travaillais, c'était un peu le but, genre partir en bus, voilà. Et non, sinon, en général, le voyage, c'est un peu un but de vie pour moi. J'aimerais bien pouvoir pas mal voyager. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite liste assez brève des destinations que vous avez faites ? Peut-être celles qui vous ont le plus marqué, s'il y en a vraiment beaucoup. Je commence ? Ok. Alors, j'ai été sur à peu près tous les continents. J'ai été en Amérique du Nord, aux États-Unis. J'ai pas été au Canada, mais j'ai été aux États-Unis sur la côte ouest. J'ai été en Amérique du Sud. J'ai fait le Brésil, le Costa Rica, le Mexique. J'ai été en Afrique du Sud seulement. J'ai été à Dubaï, j'ai été en Australie et j'ai été un petit peu en Asie, en Indonésie. Et quelques jours à Singapour pour l'escale, mais c'est tout. Ok. Et en Europe. J'ai également fait des pays d'Europe, notamment dans le cadre de mon Erasmus. On pourra y revenir peut-être. Carrément. Moi, j'ai voyagé qu'en Europe. Je suis allée à Amsterdam, j'ai fait Berlin, l'Italie un peu du Nord, un petit peu la Suisse et l'Espagne pas mal aussi dans le cadre de l'Erasmus. L'Angleterre aussi, au collège. Wow. Voilà. Oh, c'est super. Et est-ce que toutes les deux, vous pourriez nous parler de votre voyage qui vous a le plus marqué, le voyage le plus symbolique que vous avez vécu ? Moi, je sais pas trop. Je pense que l'Erasmus, je dirais, c'était après voyage ou pas, je sais pas, mais c'était du coup c'était 1 an et c'est une période pendant laquelle j'étais amenée à pas mal bouger, même pas très loin de là où j'étais. J'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, mais dans toute la Galice et tout, on bougeait presque tous les week-ends. Et puis même, c'est une période où du coup on est un peu plus libre, donc on se dit le week-end j'ai rien à faire, on part sur 2 jours quoi. Ouais, une période de découverte un peu. Ouais, c'est ça. T'es livré à toi-même, Ouais. c'est sympa. Tu peux faire ce que tu veux. Et donc t'es partie en fin de licence, c'est ça ? Je suis partie en L2. En L2, d'accord. Donc c'était Espagne, donc t'avais tous tes cours en espagnol, comment ça s'est passé ? Moi j'étais en Galice, du coup j'avais mes cours, j'avais plus de cours en galicien qu'en espagnol. Ok. Bon, voilà, je galicien, ne comprenais pas tout. Franchement, le premier semestre, on me parlait, je répondais pas forcément, mais à la fin, je comprenais un peu. J'ai jamais appris à le parler. Je le comprenais un peu. Enfin, les profs, quand ils le parlaient, je le comprenais. Par contre, les étudiants, tout ça, j'ai jamais compris parce que ils parlent plus vite. Forcément, entre étudiants, on parle plus vite que un prof qui fait un cours et qui parle surtout avec des mots corrects.
Trop bien. Et t'as vraiment apprécié ce voyage? Enfin, ça t'a permis de découvrir. Est-ce que tu t'es fait des amis? Ouais, non, vraiment, j'ai adoré. Puis ça montre un peu, qu'on est capable un peu de se... Enfin, moi, je me suis dit, je suis capable de me débrouiller, en fait, toute seule dans un endroit que je connais pas. Et au début, je parlais espagnol, clairement, au niveau terminal. Donc voilà, de montrer qu'on est capable, je trouve ça donne un peu confiance en soi. Puis de parler avec des gens de partout dans le monde. Il y avait beaucoup de latinos... même d'Européens et tout, et c'était vraiment chouette. Au final, je ne suis pas trop parlé avec... je me suis pas fait amie avec les personnes de ma classe, en fait. Je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. J'étais beaucoup avec les autres Erasmus, en fait. Et quand tu dis les autres Erasmus, c'était des gens qui étaient partis avec toi ou d'autres pays, par exemple? Non, d'autres pays. J'étais la seule de ma promo, et en fait, il y avait très peu d'étudiants français. Ce qui était plutôt assez cool parce que du coup j'étais obligée de parler espagnol et de parler avec des gens vraiment très différents. Super, donc c'était très chouette. Ouais, livré à toi-même. Ouais, c'est ça. Franchement, une découverte pas mal. Ouais, carrément. Mais du coup, vous parliez tout le temps espagnol ou un peu anglais? Non, on parlait que espagnol. Okay. Et c'était du coup parce que je pense qu'il y avait beaucoup de latinos et du coup on parlait tous espagnol. On n'a jamais parlé anglais. Okay. Et d'ailleurs, parler anglais, c'était super compliqué là-bas. Quand par exemple un touriste nous demandait, moi j'arrivais plus du tout. De base, j'ai pas un très bon niveau, mais j'arrivais pas du tout à sortir l'anglais. Je parlais en fait en espagnol, mais sans forcément m'en rendre compte. C'était très bizarre ce qui se passait dans ma tête. Mais voilà, il y avait vraiment l'espagnol avait pris le dessus. J'étais pas la seule à. Les personnes qui parlaient très bien anglais de base, ça allait, mais celles qui avaient pas un très bon niveau, on avait un peu tous le même réflexe. Ouais, la langue, en fait, avait pris toute la place. C'est qu'on nous parlait en anglais, on disait « Ok, je comprends », mais on répondait en espagnol sans s'en rendre compte, c'était assez fou. Ça devait être une immersion totale, incroyable. Ouais, un peu, ouais. C'était chouette. Trop bien, trop bien. Et est-ce que, du coup, dans le cadre de cet Erasmus, tu as eu l'occasion de faire un petit peu des excursions en dehors de Saint-Jacques-de-Compostelle? Ouais, en fait, il y avait 2 assos Erasmus étudiantes qui étaient très, très actives. Il y avait beaucoup d'Erasmus. Et du coup, tous les week-ends, le samedi et le dimanche, surtout au début des 2 semestres, il y avait des voyages d'une journée, même il y avait plusieurs journées des fois pour aller dans les Asturies ou un peu plus loin. Et du coup, ouais, tous les week-ends, au moins un jour par week-end, on allait sur la côte ou on a fait Porto aussi, c'était pas très loin en bus, c'était 2h30 je crois. Et ouais, non, c'était chouette. Ils ont fait un spring break. Et ça, c'était vraiment chouette. On a été dans le sud du Portugal. Et c'était trop, trop bien. Genre faire la fête tout le temps ou c'était un peu plus culture, non, il y avait beaucoup de fêtes. Et, mais on a quand même vu des endroits trop, trop beaux. En plus, du coup, c'était début mai. J'ai fêté mes 20 ans là-bas. Mais du coup, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de touristes. C'était pas dans une période de vacances et tout. Et du coup, on a fait un après-midi sur un bateau, une beau partie. Mais on était sur on a sauté tous du bateau et tout, et c'était vraiment trop bien. Voilà. Trop cool, trop cool. Une bonne début de vingtaine finalement. Ouais, grave. Ça annonce la couleur pour les prochaines années. C'est ça. Et est-ce que tu as un souvenir particulier, genre ta meilleure expérience de ton année à l'étranger, genre un truc qui t'a marqué particulièrement Je sais pas si c'est la meilleure expérience, mais je me rappelle ça faisait 1 semaine pile que j'étais arrivée, et du coup, c'était pareil, une excursion, un voyage sur la côte. Et on était, donc moi je comprenais pas encore tout ce qu'on me disait, parce que l'espagnol c'était encore compliqué. Mais on était tous en train de boire un café un après-midi, du coup, dans la ville, pour faire une pause. Et on était, je crois, 7, et on était 7 nationalités différentes. Et je me rappelle m'être dit, mais waouh, c'est incroyable ce qui se passe, et ça va être génial. Et vraiment, je m'en rappelle encore très bien de ce moment où je me suis dit, j'étais un peu émue. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'était sûrement comme un petit déclic de ça. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu pouvais concrétiser un peu. Ouais, c'est ça. Genre, c'est bon, c'est en train de se passer. J'en ai un peu toujours rêvé, et là, ça se passe, et c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est un peu un rêve, j'ai l'impression, pour beaucoup d'étudiants de pouvoir partir comme ça, vraiment se découvrir, parce qu'au final, c'est un truc que t'as jamais l'occasion de faire avant. Donc c'est la première fois que tu te lances dans l'inconnu. Moi, j'ai fait mes études, du coup, de ma licence au Mans, et du coup, c'était la première fois que j'habitais pas chez mes parents. Et ouais, du coup, je suis partie, j'avais 19 ans. C'était un peu fou. Oh là là. Et est-ce que tu as gardé des amis un petit peu de cette période-là ? Ouais, on a
un petit groupe, on se parle un peu moins parce que du coup, il y a eu le Covid entre-temps, on n'a pas pu se voir pendant une longue période. Mais on garde un peu, on est toujours en contact. On s'était revus après, on est rentré du coup en juillet. Et en août, on avait fait un petit en Italie. On s'était retrouvés toutes les 6, un groupe de 6, et c'est chouette. D'aller rendre visite du coup à des gens. J'avais vu les parents du coup de copines. C'était marrant en italien. On se comprenait pas trop, mais on arrivait quand même un petit peu. Et, entre l'espagnol, le français, faire un petit mélange, ça faisait un peu italien. Pour des mots un peu simples. Il y avait un terrain d'entente. Ouais, c'est ça. Tu comprends un peu ce qui se dit. Tu peux pas trop parler, mais tu comprends un peu le fond du Ouais, c'est ça. Donc, puis c'est drôle quand même. Mais c'est trop bien. Du coup, t'as un peu une bande d'amis, genre un peu partout dans le monde, en Europe, que tu peux aller visiter et tout. Ouais, c'est ça. Non, trop bien. Trop bien. Et toi, Amy, alors oui. Dis-nous tout. Est-ce que tu as une expérience en particulier, un voyage qui m'a marqué? Oui. Instantanément, je pense à la Suède, que j'ai fait avec mon chéri. C'était en septembre 2020. Comme on n'avait que des cours à distance, malheureusement, j'ai, grâce à ça, pu partir à l'étranger et le rejoindre, parce qu'il est parti en Erasmus à Göteborg, en Suède. Et du coup, comme tous les cours étaient à distance, je me suis dit, rien ne me retient concrètement en France, autant le rejoindre. Et du coup, encore une fois, grâce au métier de mes parents, j'ai des billets d'avion qui sont assez accessibles. Et du coup, j'ai un peu pu partir, j'ai carrément pu partir très rapidement. Et je l'ai rejoint du coup, et je suis restée au total un bon mois et demi, je pense, sur place. Donc j'ai rejoint à Göteborg, qui est vraiment dans le sud du pays, qui est proche du Danemark. Donc je suis restée avec lui à Göteborg, et puis après on a bougé un petit peu, même carrément beaucoup dans le pays. On a voulu monter en Laponie. Donc la Laponie, c'est divisé à la fois en Suède, en Norvège et en Finlande, si je dis pas de bêtises. Et du coup on est resté dans la partie suédoise. Et du coup on est monté de Göteborg à Kiruna en train. C'était un voyage de plus de 20 heures, je crois, dans le train. C'était assez folklorique, mais c'était super sympa. Et c'était un train un petit peu tradi ou genre Ouais, TGV, complètement tradi. Ouais, c'était assez lent, mais du coup on pouvait bien voir les paysages autour. Enfin, c'était hyper agréable. La Suède, c'est un pays qui a beaucoup de lacs, beaucoup de forêts. Du coup, de voir tout ça défiler à la fenêtre, il y avait un côté très reposant, très zen, très cool. Enfin, c'était vraiment agréable comme voyage. Même si on a très peu dormi sur les 20 heures de train, on était un peu fatigués en arrivant. Mais c'était une super expérience. Et du coup, on est arrivé à Kiruna au bout de 20 heures. Et Kiruna, c'est une ville qui a en soi pas trop d'intérêt. C'est une ville minière qui est pas jolie. Mais du coup, on a pris un Airbnb chez l'habitant, dans un petit bled à côté de Kiruna, vraiment au milieu de la forêt. Et on est resté donc quelques jours là-bas. Ça coûte assez cher de se loger là-bas parce qu'il y a très peu de logements, donc le peu qu'il y a est assez cher. Et donc, on logeait chez un monsieur qui avait un jacuzzi sous les étoiles. Genre, c'était fou. Et du coup, on est resté un petit peu là-bas, à Kiruna. Ça a été une expérience absolument incroyable. Et après, quand on est redescendu à Göteborg, on est passé par Stockholm et on y est resté aussi un petit bout de temps. On y est retourné 2 fois au total. Et Stockholm, ça a été une ville que j'ai absolument adorée. C'était, je crois, la première fois de ma vie que je me suis dit que je pouvais vivre à l'étranger. Si c'était à Stockholm, je me voyais déjà m'installer là, travailler là-bas. Enfin, vraiment, j'ai adoré Stockholm. Et puis après, on est retourné à Göteborg, dans sa coloc, internationale pour le coup. Donc c'était une expérience qui était très très riche pendant 1 mois et demi. Et j'ai rencontré du monde à Göteborg, surtout parce qu'à Kiruna, pas tant. Il y avait beaucoup de mince, comment ça s'appelle en français? C'est mousse en anglais, mais... des élans. Oui, il y avait beaucoup d'élans, c'est plus que d'hommes, je pense. C'est énorme en plus. Oui, c'est énorme, ça fait presque peur, mais c'est beau. Enfin, c'était waouh, c'était trop bien. Du coup, ouais, mon meilleur voyage, ça a été la Suède, je pense. Je suis sûre. Trop bien. Ouais. Et quand vous étiez donc dans le Airbnb, donc vous étiez chez un monsieur, oui. Mais vous cohabitiez ou c'était Non, il avait vraiment dédié une pièce de sa maison, enfin même pas une pièce, vraiment un espace avec une salle de bain, une petite cuisine qui était vraiment pour les voyageurs. Et par contre, on se tenait au courant de tout parce que c'est lui qui nous disait « Sortez vite dehors !» Il envoyait un message en nous disant « Il y a des aurores boréales !» Alors du coup, avec Julien, mon copain, on s'habillait vite, on mettait nos bottes et tout, et on sortait, il faisait je sais pas combien, il faisait hyper froid, mais on sortait et on voyait... Bon, quand il disait aurore, il a un peu menti, il y avait des prémices d'aurore, c'est pas comme sur les photos, c'était pas le cliché des aurores boréales, mais quand même, ça valait le coup de sortir.
Donc très sympa. Et vous avez eu l'occasion du coup peut-être de faire des randos dans la forêt? Complètement, on a fait que ça. Ouais, on a fait une visite, parce que là-bas à Kiruna, enfin pas à Kiruna même, mais à côté là où on était, il y a un hôtel qui est fait entièrement en glace, qu'on a visité. Incroyable, il s'appelle le Ice Hotel. C'était, en fait, chaque chambre est faite par un sculpteur de glace différent, donc une atmosphère différente dans chaque pièce. C'est fou, c'est vraiment fou comme endroit. Je recommande absolument à tout le monde d'y aller au moins une fois, s'il a la chance de pouvoir le faire. Et après, on a beaucoup marché dans la nature. Il y a pas mal de collines, de montagnes, et du coup, on avait des points de vue absolument superbes, parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup de lacs, donc on avait des points de vue fabuleux. Donc ouais, on a beaucoup marché. J'avais mal aux pieds à la fin, mais ça valait vraiment le coup parce que c'était super. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été ton voyage du coup le plus marquant? Est-ce que ça a été peut-être la première fois que tu partais avec ton chéri aussi loin? Est-ce que c'était le paysage, la culture? C'est la première fois que je partais qu'avec lui, vraiment tous les deux aussi longtemps. On a vraiment été comme dans une bulle pendant 1 mois et demi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était vraiment cool. Parce que j'étais déjà partie avec lui. Il avait fait un autre Erasmus à Édimbourg, en Écosse. Mais pour le coup, il y avait ses amis avec lui. Donc on n'était pas vraiment immergés dans la culture écossaise. C'était vraiment un voyage pour faire la fête et tout. C'était super cool. Édimbourg, j'ai adoré. C'est une très très jolie ville. Mais la Suède, on a vraiment pu l'explorer. On a fait donc 3 belles étapes dans le pays. Et à chaque fois, je me sentais vraiment bien. À Stockholm, je me suis sentie hyper en sécurité. Je suis quelqu'un qui est assez flippé, notamment à Paris, dans le métro. Enfin, je suis tout le temps sur mes gardes. Et à Stockholm, j'ai jamais ressenti le moindre danger, même quand j'étais seule, sans lui, et que je me promenais. Je me sentais super bien. À Kiruna, dans le nord, du coup, pareil, de toute façon, il n'y avait personne, mais c'était hyper reposant, c'était beau. Après, justement, s'il y a personne, ça peut peut-être être un petit peu plus inquiétant parce que tu te dis, s'il y a une personne ouais, mal intentionnée. c'est clair. C'est vrai que même à un moment donné, dans la forêt, j'ai même eu peur. Il y avait des traces d'animal énormes par terre. Et je me suis dit, à tout moment, il y a un ours qui nous attaque. Non, il n'y a pas eu d'ours. Il n'y a pas eu une mousse non plus. Mais non, à chaque fois, je me sentais vraiment bien. Et puis à Göteborg, pareil. C'est ça, je pense, qui a fait que le voyage était beau. C'est qu'à chaque fois, je me sentais vraiment bien, à ma place. Je comprends un peu, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait envie. Ouais. Et du coup, moi, j'avais une question parce que j'étais là quand tu as fait un exposé sur la Suède et tu avais parlé d'un mode de pensée, enfin un truc, un mode de vie zen, je sais plus ce que c'était exactement. Mince, j'ai un trou. Mince, désolée. Attends. Non, je l'ai. C'est la pause café. En fait, en Suède, la pause café a un nom et je ne l'ai plus. Je suis dégoûtée. C'est un élément qui m'est vraiment marqué en plus. Je le retrouverai peut-être. Ça va peut-être popper dans ma tête dans un quart d'heure et je vous dirai, ah, c'était ça. En fait, en Suède, il y a un moment qui est très sacré, un peu comme les Anglais qui ont le tea time. Il y a un moment qui est... Fika, c'est Fika. C'est Fika. Il y a un moment qui est très marquant dans la journée, c'est vraiment la pause où tout le monde doit se poser, seul ou avec quelqu'un, avec un livre, avec une musique, et prendre son temps. C'est vraiment... en Suède, il y a vraiment l'idée que on vit aussi pour se faire plaisir, on vit pour partager un café avec quelqu'un qu'on apprécie. Et même au travail, il y a beaucoup d'employés qui imposent, non, du coup, c'est pas le bon mot, mais qui instaurent dans le planning de leurs employés la pause fika pour vraiment que leurs employés aient leur pause, leur moment de bien-être, leur moment social de la journée. C'est vraiment l'idée de prendre le temps d'apprécier les petits moments simples de la vie, tout simplement. Et ça m'avait bien marqué. En plus, c'est l'occasion de manger des pâtisseries absolument fabuleuses. Et moi, j'ai adoré ça. Il y a beaucoup de cannelle là-bas. Et tout ce qui est roulé à la cannelle, ils en font des excellents. Du coup, ça m'a vraiment marqué pour ça. Ouais, c'était super. J'ai l'impression que ce bien-être un peu d'être, on va dire, au quotidien, un peu comme cette pause, c'est quelque chose qui est très présent dans les pays nordiques. Parce que je sais qu'il y a pas mal de mes connaissances qui sont allés dans les pays nordiques et qui m'ont fait ce retour que par rapport au ressenti français, les gens étaient un peu plus calmes, un peu plus zen quant à la vie et c'était quelque chose qu'ils avaient vachement apprécié là-bas. Donc, oui, complètement. Mais ça ressort vachement même dans le style de vie. Tu vois pas les gens courir comme dans le métro parisien. À Paris, vraiment, tout le monde est stressé. C'est vrai que c'est flagrant. Quand je suis pas à Paris, quand j'arrive à Paris, je marche vite. Genre, une fois que je suis à Paris, je marche vite, alors que quand je suis n'importe où, non, je prends le temps. Et dans les pays du Nord, il y a vraiment cette notion... En tout cas en Suède, je parle pas de tous parce que je les connais pas tous, mais en tout cas en Suède, j'ai vraiment ressenti ce côté de prendre le temps, marcher, être dehors un maximum. Là-bas, ils ont vraiment ils aiment être dehors. Ils font, même s'il fait -10, c'est pas grave, ils vont faire du sport dehors et tout. Et c'est apprécier la nature, c'est prendre le vélo, marcher,
ouais, prendre le temps, ce qu'on fait peut-être pas assez à Paris finalement. C'est génial. C'est Ouais. peut-être lié au fait que du coup, ils ont un climat qui peut être assez rude l'hiver, j'imagine. Et du coup, ils ont peut-être besoin d'être bien aussi chez eux et puis d'avoir des petits moments tranquilles sans avoir besoin d'aller vadrouiller à droite et à gauche. Ouais. Donc c'est super intéressant. Ouais. Mais un truc que j'ai remarqué pour vous deux, enfin peut-être plutôt Amy, mais ouais, les deux, c'est l'importance de la nourriture en voyage. Oui. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières, genre d'endroits où vous avez mangé des choses qui vous ont marqué ou des endroits à recommander même Alors, vraiment, pour ceux qui aiment la cannelle, je vous recommande vivement la Suède, parce qu'on attribue un peu le roulé à la cannelle à la culture américaine, avec Starbucks qui fait des très bons, c'est vrai, mais industriels, roulé à la cannelle. Mais pour le coup, en Suède, ils en font des incroyables. Donc si vous aimez le sucré, la Suède, c'est fantastique. Après, sinon, quand j'étais au Mexique, pour le coup, j'ai mangé énormément d'avocats et j'ai mangé les meilleurs guacamoles de ma vie. Donc ça, c'était vraiment très bon. Et en plus, quand on pense mexicain, nous, enfin en tout cas moi, c'est vrai que je pense plutôt à des Doritos trempés dans du guacamole. Là-bas, ils font des petites tortillas maison, des vrais, et ça change tout. Donc ouais, je pense le Mexique, j'ai très très bien mangé. Et la Suède pour le sucré. Salé Mexique et sucre en Suède. Et toi, Matou? Moi, je sais pas, non, j'ai pas trop de trucs comme ça à raconter, mais ouais, c'est vrai que je trouve ça important de. Enfin, par exemple, en Italie, clairement, aller manger des bonnes pizzas, ou enfin, même genre juste partager des repas et tout avec. Dans des restaurants un peu où il y a beaucoup d'Italiens finalement. C'est assez cool, mais j'ai pas de trucs aussi précis. Mais est-ce que pendant que tu étais en Espagne, tu as découvert des spécialités ou des choses particulières Ouais, il y avait le poulpe, enfin c'est vraiment connu pour ça. Et bon, moi je trouvais pas ça si ouf, mais voilà, c'est un peu marrant. Enfin, moi j'avais jamais goûté de poulpe avant, même vu autant, mais là vraiment, enfin c'est vraiment il y en a partout quoi. Et si la tortilla, vraiment ça c'était incroyable. Enfin, puis du coup c'est les tapas, donc tu prends une bière que tu payes rien, et avec t'as une grosse part de tortilla, clairement tu prends 2 bières et t'as mangé, donc ça c'est vraiment cool parce que le soir du coup tu sors, tu manges en même temps, ça te coûte pas cher, du coup tu peux sortir beaucoup, enfin c'est super. Du coup, tu manges tout le temps à l'extérieur Pas tout le temps, mais ouais, quand même pas mal. Enfin, si tu sors avec des amis, généralement, tu sors pour manger aussi. Enfin, c'est pas juste pour boire un verre, tu vas manger aussi. En plus, en Espagne, les cours finissaient un peu plus tard. Du coup, souvent, on se retrouvait et on mangeait. Enfin, c'est pas le même rythme exactement. Du coup, ouais. Je pense que ça fait aussi partie, j'avais vu ça pour la culture par exemple états-unienne ou aussi londonienne vachement, d'un peu soit de partager les repas, soit de les emporter. C'est pas comme en France où vraiment on se pose par exemple en un repas en famille, etc. C'est un peu une autre approche, on va dire. Ouais, et parce que c'est vrai qu'en France on a ce truc de souvent les repas durent très longtemps, et c'est pas seulement un moment genre de rencontre ou autre, c'est vraiment on vient, on se raconte notre vie. Et peut-être que le fait en Espagne souvent, si tu y étais, c'est peut-être un petit peu plus chaud, c'était une ambiance assez sympa, peut-être c'était un lieu de rencontre limite, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que t'as moins ce truc du repas où tu te poses pour manger, où tu prends le temps de manger. C'est vrai que là-bas c'était un peu plus, même le midi par exemple, il n'y avait pas de restaurant universitaire, enfin c'était des cafettes un peu pour manger. Après moi je rentrais chez moi le manger parce que c'était pas très grand, mais ouais, c'est quand même assez différent. Tu grignotes plus, je pense, que tu manges vraiment. Ouais, parce que c'est vrai qu'en France, vraiment, on a ce truc inscrit de la bouffe, où il y a des horaires, etc. Mais je crois qu'en Espagne, d'ailleurs, les horaires sont un peu décalés. Ouais, si tu manges pas vraiment, on va dire... Ouais, plus vers 14h, voilà, c'est ça. Même pour la fac, c'est pas rare de finir, par exemple, à 20h, 21h, c'est assez normal. Ah ouais, les cours Ouais. Moi, j'avais cours, d'ailleurs, j'avais cours, du coup, dans 2 années, soit en 2e année, soit avec les 3e années, parce que j'avais choisi mes cours et tout. Et les 2e années, ils avaient cours de 9h à 13h, je crois. Et les 3e années, c'était de 16h à 20h. Du coup, voilà. C'est un rythme qui est très différent. Alors, nous, on fait plus 9h. 18. Ouais. Ça dépend, mais c'est pas les mêmes journées, quoi. Et tu préférais ce système-là ou ça t'a Non, un peu... en fait, du coup, moi, comme j'avais cours avec les 2e et avec les 3e années, j'avais des journées, au final, qui étaient assez longues, avec des gros trous au milieu, donc, Et puis, du coup, j'étais la seule à avoir ce rythme-là, donc... Ouais, du coup, c'était pas fou. Ouais. Non, j'aimais pas trop.
Et toi, du coup, Amy, t'as fait un Erasmus aussi. Oui. Donc aux Pays-Bas. Tout à fait, ouais, j'étais à Utrecht vers Amsterdam, tout à côté. Je connais Utrecht. Ah oui? J'ai été avec mon père en voiture. C'est super sympa. C'est une très belle ville. Bah, c'est un petit peu, quand on a fait Amsterdam, on peut imaginer Utrecht parce que je trouve que c'est Amsterdam, mais en plus petit, en tout petit même. Et très belle expérience aussi. Je suis restée, par contre, beaucoup moins longtemps que toi. Je suis restée un semestre universitaire, environ 4 mois. Et j'étais en coloc avec... on était 7 au total, et que des internationaux. Enfin, on était 7. À la base, on était 7. Et puis après, il y a une amie à moi qui est partie en Erasmus avec moi, qui a squatté le canapé littéralement pendant 2 mois. Donc on était plutôt 8 au final dans la coloc. Mais très belle expérience. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet Erasmus? Très bonne question. Je pense que c'est les rencontres que j'ai faites. Je suis pas encore en contact avec tout le monde. Je suis même vraiment qu'en contact qu'avec une seule personne, un Italien qui vient de Rome, qui est donc dans ma coloc, et qui est venu à Paris l'été dernier pour visiter. Il a logé chez moi. Et ouais, du coup, les rencontres, c'était le gros plus du voyage. Et puis, j'ai quand même des origines hollandaises. Mon nom de famille vient de ce pays. Du coup, je me suis un peu dit, retour aux sources. Parce que je connaissais pas du tout les Pays-Bas. J'ai vraiment découvert pendant mon Erasmus. Et j'ai adoré le pays. Amsterdam, c'est une ville que je trouve absolument somptueuse. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette ville. J'ai fait quelques musées aussi. Mais je trouvais que les musées étaient assez chers. Ça m'a un petit peu déçue. Par exemple, je me rappelle le musée Van Gogh, j'avais payé 17 €, je crois, à l'entrée. Enfin, ça m'a choquée. C'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir des musées globalement gratuits. Du coup, je trouvais ça un petit peu abusé. Du coup, c'est pas trop ce que je retiens de positif de mon Erasmus. Mais ouais, les rencontres, la fête, forcément. Les études, un peu moins. Mais ouais, très très belle expérience. Est-ce que du coup, tu y étais à quelle période de l'année à peu près? Je suis arrivée fin août, vraiment limite le 31, et je suis repartie un petit peu avant Noël. C'est ça, ouais. Du coup, c'est pas la saison des tulipes Bah à Utrecht, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que dès que j'allais à Amsterdam, il y avait des tulipes sur les marchés. Alors, je ne sais pas si c'est la saison, j'avoue, j'ai pas la main verte, je ne sais Je pas. crois que c'est le printemps. Ouais. Je sais pas. Ce serait logique, ouais. Ouais, Du coup, non. Tant pis. Désolée. Mais du coup, t'as eu l'occasion de faire des excursions, peut-être à part Amsterdam, d'aller visiter un peu le pays Et bah, pas tant que ça. En fait, quand j'ai été pendant une semaine de vacances, on avait une semaine de vacances, je suis rentrée à Paris. J'avais l'anniversaire d'une copine, j'avais l'anniversaire de ma mère. Enfin, du coup, j'ai pas trop profité, à la différence de Mathilde, d'être sur place. Je me voyais déjà sur le papier, avant d'y aller, partir au Danemark. J'ai très envie de faire le Danemark et je me voyais déjà partir au Danemark. Et en fait, une fois sur place, bah, mes amis me manquaient, mon chéri me manquait. Du coup, j'ai vraiment un regret par rapport à mon Erasmus, c'est de ne pas avoir autant vécu l'immersion, d'avoir été un petit peu en mode j'ai un petit peu hâte de rentrer quand même pour retrouver ma vie à Paris que j'aime finalement. Puis c'était avant Covid, donc je mesurais pas ma chance d'être ailleurs. Et donc non, j'ai pas fait d'excursion quand j'étais à Utrecht. J'ai fait à Amsterdam parce que c'était pas loin, mais c'est pas vraiment un voyage. Donc pas trop. Et est-ce que vous auriez tous les deux peut-être une anecdote de voyage, un voyage qui s'est mal passé, une excursion qui a tourné au drame, un truc qui vous a marqué et qui vous a fait dire bon, il y a eu meilleur voyage? Ouais, moi je sais pas, mais au final, maintenant vraiment j'en rigole et il s'est rien passé au final. Mais cet été j'étais avec une copine, on décide de faire une nuit en camping sauvage. Enfin, à la base, on devait dormir vers Cassis pour faire une rando le lendemain. Donc, on va à Cassis. On arrive là-bas vers la fin de l'après-midi. On était tombé dans les bouchons et tout. Mon parc des Calanques, forcément fermé pour incendie. Enfin, c'était en août. Nous, on n'a pas réfléchi. Donc, on s'est dit, on est trop bêtes. On voulait trouver un endroit où dormir. Forcément, tout était complet. Nous, on n'avait pas du tout réfléchi. Dormir en camping sauvage à Cassis, impossible. Donc on refait 2 heures de route et au final on arrive dans un endroit pour faire du camping sauvage que la copine avec qui j'étais connaissait. Mais on arrive vers 2 heures du matin, donc pas du tout bien normalement pour s'installer en camping sauvage. Enfin, on met la tente et tout. Et en fait il y avait du vent et des brindilles qui tapaient. Ouais. Oui. Mais du coup on se couche et ma pote vraiment me saute dessus mais de peur, vraiment, parce qu'elle a cru que c'était quelqu'un.
Et moi, le temps que... Et moi, j'ai pas dormi de la nuit, quoi, parce que j'ai vraiment cru qu'on allait se faire... Agresser. Ah ouais, vraiment, même moi, toute la nuit, elle s'est endormie. Et moi, vraiment, j'ai pas dormi de la nuit. Et j'étais, putain, mais... Et juste parce que j'étais... Mais on est sorti de la voiture à 2h, donc il y avait personne... Il y avait plus de bruit. Il y avait pas mal de monde qui dormait à côté. Donc c'était assez rassurant au début. Tu te dis, bon, bah, le lendemain matin, on peut prendre notre temps parce qu'il y a plein de monde, voilà. Et on dit, mais ça se trouve, il y a des gens qui nous ont entendus, ils ont entendu que c'était deux filles, et du coup j'étais là, mais c'est vraiment injuste toute la nuit, et vraiment c'était horrible, j'avais super peur. Au final, on s'est levé le matin, à côté de nous, c'était un père de famille avec 3 jeunes enfants, donc vraiment rien, quoi, mais vraiment j'ai eu super peur. Du coup, la nuit d'après, on a dormi en camping, mais du coup aujourd'hui c'est drôle. Mais... Je pense que je serais montée dans la voiture, donc je serais restée dedans. Non, moi j'étais pas bien. Ça se comprend. Mais juste du vent, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait un peu de camping sauvage aussi avec une copine, et c'était la problématique, genre est-ce qu'on se met en tente, on fait du bivouac, puis au final on dormait tous les soirs dans la voiture parce que c'était beaucoup plus sécure, quoi. On verrouillait la voiture, on était sûr qu'il n'y avait pas de soucis, parce qu'il y avait des endroits où on allait, vu qu'on savait pas trop où on était, mais c'est ça, ouais. C'était un peu nous on essayait d'aller dans des endroits où il y avait déjà un peu du monde, on l'avait fait aussi à un autre endroit, et il y avait des vannes ou d'autres tentes. C'est un peu rassurant d'être vraiment plusieurs, quoi, je trouve, quand t'as pas trop l'habitude ou quoi. Parce que être tout seul, tu te dis n'importe qui arrive, et voilà. Puis même le matin, du coup, s'il y a plein de monde, tu te dis je prends un peu plus mon temps. Et puis l'ambiance est un petit peu plus agréable, sûrement. Ouais, c'est un peu drôle, je trouve. Ouais. Tout le monde se réveille, se brosse les dents. Ouais, c'est ça. Ambiance camping. Ouais, un peu, mais t'es dans des endroits souvent qui sont très jolis et tout. Tu fais beaucoup ça, un peu camping sauvage, road trip Je l'ai pas tant... Ce camping sauvage, je l'ai pas tant fait. Je l'ai fait tout le temps avec la même copine. On l'avait fait aussi l'été d'avant. Et voilà. Quand il pleut, c'est chouette aussi. On a fait cuire des pâtes au pesto, je me rappelle, sous un arbre, parce qu'on pouvait pas les... Enfin, il pleuvait, quoi. Donc le réchaud, on était à manger dans sa voiture. Enfin, vraiment, c'était ridicule, quoi, avec les capes de pluie. Mais c'est ça qui fait les meilleurs souvenirs. Et du coup, on en rigole, quoi, aujourd'hui. Et puis, moi, je m'en rappelle, quoi. C'est peut-être les moments du voyage, je me rappelle le plus, alors qu'on a fait des trucs trop cool. Mais voilà. Ça forge l'amitié. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles les pâtes au pesto. Petit moment de galère et d'imprévu. Ouais, mais c'est ça. Qui embellissent le voyage. Mais ça fait partie, je pense. Sinon, c'est pas drôle. Oui, surtout dans un truc de camping sauvage, bon. C'est vrai que quand tu pars, tu te dis, bon, il va forcément se passer un truc où ce sera un peu approximatif, mais... Ouais. Après, c'est des petits trucs, quoi, c'est pas... Ouais, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes. Ouais, c'est ça. C'est le lendemain, t'en rigoles. Sur le moment, c'est pas drôle, mais... Et toi, Amy ? Alors, je pense à un truc. Sur le coup, j'ai eu vraiment très peur. Et ma famille aussi, d'ailleurs. Donc... En fait, on était donc en vacances tous les 4 avec mes 2 parents et ma sœur. Et on était à Bali. Donc vacances de rêve, tout se passait super bien, belle maison et tout. Et on a vu qu'à côté de Bali, il y avait des petites îles qui s'appelaient Gili. Trop mignon. Et du coup, le projet, c'était de prendre un bateau et de traverser pour passer quelques nuits sur cette île qui est assez touristique. Enfin, c'est un trajet qui se fait normalement facilement. Il y a pas mal de bateaux qui proposent de traverser. Et on a choisi un jour pour traverser où il faisait vraiment pas beau. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et on arrive sur le lieu pour faire la traversée, on arrive au bateau, et c'était un tout petit bateau, mais le mec nous dit que malgré les conditions, ça va très bien se passer, on craint rien et tout. Ok, donc on monte sur le bateau, et en fait la traversée elle a duré, je crois de mémoire, presque 1 heure, et c'était l'enfer, parce qu'il y avait énormément de vagues, on avait vraiment très très peur de se retourner. Et puis on était en pleine mer, enfin pour le coup si on se retournait... c'était chaud. Et c'était un bateau... On était un petit peu en hauteur par rapport à l'eau. Il y avait des petites barrières. Et à un moment donné, il y a eu une énorme vague. Et j'ai manqué de tomber à vraiment très peu de choses. Je me suis rattrapée aux barrières. Finalement, on est arrivé à bon port. On a juste perdu le téléphone de ma sœur. Donc c'est un moindre mal. Ouais. Mais sur le coup, moi qui sais faire que la brasse, j'avais vraiment très peur de tomber parce que si ça m'arrivait, c'était vraiment la merde. Donc ouais. Moche souvenir. Mais après, avec le recul, c'est un peu drôle. Parce qu'une fois qu'on est arrivé sur place, c'était chouette. Mais juste la traversée,
Du coup, pour le retour, on a pris un énorme ferry de 3 étages, histoire d'assurer le coup. Avec des sièges. Du coup, ça allait mieux. Voilà. Mais bon, c'était fun. On n'a rien perdu de grave en téléphone. Bon, bah, c'est pas très grave. Ouais, plus de peur que de mal. Exactement, ouais. Voilà. Et globalement, le Bali, comment c'est ? C'était un beau voyage ? Ouais, c'est une superbe expérience. Bah après, c'est quelque chose qui est très touristifié. Enfin, on est dans des zones vraiment très touristiques. On ne s'est pas trop aventuré. Mes parents aiment bien jouer la sécurité. Pour le coup, on ne prend pas trop de risques quand on est en vacances. Du coup, on était vers la capitale, Denpasar, je crois. Et on avait par contre des petits scouts et tous les jours, on allait dans des nouveaux endroits. Enfin, c'était hyper cool, même si ça restait encore une fois beaucoup fréquenté. Mais c'est des très beaux espaces. On a vu des belles rizières, un peu comme sur les cartes postales. Puis l'île de Gili, enfin les îles de Gili du coup. Nous on était sur Gili Air et c'est une île sur laquelle il n'y a aucune voiture. Le seul moyen de te déplacer c'est en calèche à cheval. Il n'y a que ça sur l'île. Du coup c'est Du coup c'est assez étonnant, mais ça fait vraiment très, encore une fois, folklore parce que quand tu arrives là, waouh, t'es vraiment plus du tout chez toi. Et ça fait une très très belle coupure et une très belle expérience. Donc Bali, de toute façon, je pense que ça fait un peu carte postale quand tu y penses. Enfin, c'est un peu cliché comme destination magique. Et effectivement, c'est à la hauteur de sa réputation. C'est vraiment très chouette. Est-ce qu'il y aurait une destination où tu as été, du coup, où tu aimerais beaucoup retourner ou alors un projet de voyage que vous avez, que vous rêvez de mettre en place ? Alors, un endroit où j'aimerais vraiment beaucoup retourner, c'est l'Afrique du Sud. J'étais au Cap, dans la ville du Cap, Cape Town avec ma mère. Et on est resté que 6 jours parce qu'elle était en tant qu'hôtesse de l'air là-bas en fait. Donc je l'ai suivie sur le vol aller et sur le vol retour. Donc 6 jours sur place, qu'il y a autant de choses à faire, c'est assez frustrant. Parce que c'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué. C'est un endroit où j'ai toujours voulu aller. On est allé au Cap de Bonne-Espérance et d'être sur le Cap et de voir les 2 océans du coup Atlantique et Indien qui s'entrechoquent. C'est un endroit qui est assez fou. Et j'ai vu des pingouins et tout. Enfin, c'était vraiment un voyage qui était fou de A à Z, des autruches en liberté. Enfin, waouh quoi. Et du coup, c'est un endroit que j'ai fait. Enfin, je peux dire que j'y suis allée, mais j'estime que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir pour en rester là, quoi. Donc ouais, à refaire. Ok. C'est vrai que ça a l'air super sympa. Enfin, après, on n'a pas trop d'imaginaire touristique, je trouve, autour de l'Afrique du Sud. C'est un peu... Qu'est-ce que c'est comme style de paysage ? C'est mine de rien assez occidentalisé, je pense. Il paraît que c'est le pays d'Afrique qui est le plus occidentalisé. Effectivement, il y a beaucoup d'hôtels occidentaux, beaucoup de resorts, etc. Et tout est fait pour qu'en tant qu'occidental, on se descende bien. Enfin, il y a des chaînes qu'on connaît. Il y a un côté assez rassurant quand on n'aime pas partir, quand on ne connaît pas l'endroit. Et en même temps, les paysages, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Du coup, c'est vraiment tout au sud, et donc c'est vraiment entouré par les eaux. Il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de quoi faire d'excursions. À un moment donné, j'ai monté ce qu'on appelle le Lion's Head, qui est une énorme colline qui domine la ville. Donc si tu aimes faire des randonnées, tu adoreras aller là-bas. Je te regarde, Mathilde. Il y a des très très beaux spots, il y a des spots de surf, il y a des plages avec des belles vagues, donc l'ambiance est très très cool, enfin l'ambiance surf vraiment à la cool, donc très sympa. Il y a des réserves du coup avec des pingouins, des autruches, des phoques, j'adore les phoques, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc je sais pas trop comment décrire le paysage, il est pas vraiment homogène, enfin il y a des falaises, il y a des montagnes, il y a des plages, il y a la ville, il y a un peu de tout. Ah, trop bien. Ouais, c'est très riche, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Trop chouette. Et toi, Mathilde ? Moi, je sais pas. Généralement, j'aime les endroits dans lesquels je suis allée. Je les ai tous aimés, donc y retourner, pourquoi pas. Mais je sais que c'est Berlin. Quand j'y suis allée, je me suis dit, vivre à Berlin. Je parle pas du tout allemand, mais donc, tout le monde parle un peu anglais, donc voilà. Mais ça doit être super. Enfin, j'avais adoré l'ambiance de la ville. Après, c'était en août, donc il n'y avait pas non plus beaucoup de monde et c'était un peu les vacances, quoi, pour... Mais j'avais trouvé vraiment la ville trop bien. Enfin, c'est très grand, mais les transports, c'est super bien fait. Il y a des métros toute la nuit et tout. Enfin, j'avais vraiment adoré. Donc voilà, mais c'était pas tellement un voyage, c'était plus pour vivre genre, des villes comme ça où tu te dis, là, enfin un peu comme tu disais pour la Suède, quoi. Ouais. Je trouvais ça un peu fou.
Et t'étais restée longtemps là-bas Non, vraiment, je suis restée une semaine, quoi. Ok. Enfin, mais j'avais trouvé ça fou. Et est-ce que tu as eu l'occasion de tester les clubs berlinois, Ouais. le Berghain et tout? Non, je suis allée au Trésor et un autre, je sais C'est plus. pas dans une ancienne station de Ouais. métro? Non, Non. c'est une ancienne usine. Ok. Mais trop bien, enfin vraiment incroyable. J'ai adoré. Pas du tout entendu parler de ces clubs. Qu'est-ce que c'est? En fait, alors j'ai fait un exposé quand j'étais en L3 sur. C'était la mise en tourisme de Berlin post-guerre froide et c'est super intéressant. En fait, moi je m'occupais de toute la partie tourisme alternatif, donc scène techno, lieux abandonnés et tout. Mais Et trop bien. c'est hyper intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où le mur est tombé, tout ce qui était à l'est, en fait, c'était des endroits qui étaient un peu désaffectés. Et du coup, les gens qui écoutaient de la techno à l'ouest ont tout réinvesti, les endroits, donc les usines, les stations de métro, même des églises ou des choses comme ça, pour en faire des énormes clubs techno clandestins. C'est trop chouette. Mais Wow. c'est Mais- incroyable. Et dans ce club-là, tu rentres dedans, tu vois vraiment que c'était une usine avant. Il y a encore des barreaux et tout. C'est un peu une ambiance un peu bizarre. mais vraiment trop chouette. T'arrives dans la boîte, ils te collent des patchs sur ton appareil photo. Ah, tu peux pas prendre de Non, photos? tu peux pas prendre de photos. Mais du coup, c'est assez cool parce que personne n'utilise son téléphone et t'es vraiment dans la fête, quoi. Et la musique est bien. Ouais, moi j'avais adoré, ouais. Puis Berlin, ça a l'air aussi assez vert, non? Je sais qu'il y a Ouais, un il y a- aéroport désaffecté qui... Ouais, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais ouais, c'est assez vert. Enfin, il y a un grand parc, je sais plus le nom, mais vraiment au centre de Berlin. Et puis, c'est moins concentré que Paris. Enfin, c'est plus étalé, tu respires un peu plus, je pense. Enfin, ouais. C'est clair que ça a l'air d'être une super Non, ville. Puis, les gens étaient cool. Enfin, puis même vers 17h ou 18h, les gens prennent des bières dans la rue, mais pas dans des bars, quoi. Vraiment, juste tu te poses dans un endroit un peu chouette, dans un parc ou sur un pont et tu bois une bière. L'ambiance était super cool. Après, c'était en août, donc forcément, il faisait beau. Trop bien. Et voilà. Alors, je sais que tu avais un projet de partir en Erasmus, il me semble, au Pérou. Ouais, c'était pas un Erasmus, c'était un projet de recherche par rapport à mon mémoire. J'étais censée partir du coup l'année dernière, faire un long terrain, je pense 6 mois, mais je m'étais dit 6 mois minimum et on verra. Et ouais, je devais rester à Lima et ensuite faire mon terrain au Pérou, dans le nord. Et voilà. Et donc, t'aurais pas envie d'aller au Pérou? Si, carrément, c'est un peu... l'Amérique latine, c'est un peu un rêve dans son ensemble. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je pense que c'est parce que j'ai eu des profs d'espagnol qui parlaient pas mal d'Amérique latine et je pense que ça vient un peu de là, ou alors j'ai dû voir des films, mais vraiment, j'arrive pas trop à situer d'où ça vient. Mais ouais, non, c'est un peu un rêve d'y aller. C'est d'accord. Et Amy, toi, t'as eu l'occasion d'aller en Amérique latine un peu? Au Brésil, Au Brésil? à Rio, seulement à Rio, j'ai pas été ailleurs. Je sais pas si le Mexique fait partie de l'Amérique latine, je crois que oui. Ça L'Amérique dépend. centrale? Ouais, Ok. mais c'est latino quand même. Mais Ok. c'est assez controversé, je crois. Bah du coup, j'ai été à Rio, pareil dans le cadre du travail de ma mère qui m'emmenait avec elle. Donc peu de temps, mais 2 fois, donc un peu. Et je suis également allée au Costa Rica avec mon père pendant une semaine. Ouais, c'était Trop très très chouette. Ouais. Mais j'ai préféré Rio. Rio, c'est un peu comme ça avec le Pérou, j'avais toujours eu une attirance un Ouais. peu indescriptible. Genre pourquoi C'est bizarre, sais je trouve ça de. Ouais, tu sais pas pourquoi, mais t'es attirée T'as par envie d'y l'endroit. aller, mais tu sais pas pourquoi. C'est ça. Il y a des gens, c'est l'Asie par exemple. Ouais. Mais ouais, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Bah moi c'était ça. C'est un peu beau. Ouais, en fait, tu vois des trucs sur internet, à la télé, tu te dis waouh, mais carrément, c'est là-bas que je veux aller. Et effectivement, quand j'étais à Rio, je me rappelle d'une claque immense que j'ai pris quand j'étais au Corcovado. Vous savez, la grande statue du Christ rédempteur, je crois. Et là, vraiment, j'ai eu une sorte d'émotion qui m'a submergée avec la vue imprenable sur la ville. Et j'ai adoré Rio. Alors mon père, il y va très souvent, dans le cadre du travail, même pour ses vacances, donc il connaît vraiment très bien. Et ma mère aussi, elle aime beaucoup y aller. Moi, je connais finalement très peu, mais le peu que j'ai fait, le peu que j'ai vu, je trouve qu'il y a une ambiance qui est folle. Enfin, c'est festif, c'est accueillant,
tu te sens bien là-bas. Il y a un climat qui est fou. Moi, j'aime bien la chaleur. Même si je bronze pas, je me sens bien quand il fait chaud quand même. Pourtant, t'as adoré les pays nordiques, du coup. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, oui, j'aime tous les climats, finalement. Je sens bien partout. Ben voilà, une femme du monde, finalement. Ouais. Mais du coup, Rio, fou. Et le Costa Rica, j'ai un peu moins de souvenirs, bizarrement. Pourtant, c'était plus récent. Mais ça m'a un peu moins marqué. Mais ouais, c'est 2 pays, du coup, qui valent le détour. Pour le coup, oui. Alors, il y a quelque chose que moi je vois pas mal ces derniers temps qui est assez, qui se démocratise un peu plus, de plus en plus, c'est de voyager seul. Mais totalement, c'est-à-dire que vous organisez un voyage, vous partez, pas de contact, ni sur place, ni avec vous. Et je l'ai demandé, est-ce que l'une de vous a déjà vécu ça ou a déjà ressenti un peu l'envie de le faire ? Non, mais j'aimerais beaucoup le faire en fait. Enfin, j'aime beaucoup la rando et j'aimerais beaucoup faire un GR, mais toute seule. Après, j'ai un peu peur de. Mais ouais, j'aimerais beaucoup le faire. Même pour. Ouais, seule, enfin, t'es face à tes défis. Et t'as peur de quoi ? Bah. Je sais pas tellement, mais enfin, faut juste se lancer quoi. C'est vrai que le faire avec quelqu'un, c'est un peu tout le temps. C'est un peu toujours rassurant quand tu marches. Rien que si tu te trompes de chemin, si t'as quelqu'un avec toi, bah, c'est mieux. Si tu te blesses ou autre Ouais, chose. mais après, en vrai, les GR, souvent, c'est quand même assez fréquenté, donc il n'y a pas trop de danger, mais je pense que je le ferai un jour. Et t'aurais pas envie de faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du coup ? J'en ai fait un bout. Enfin, j'ai fait 4 jours. Quand même. Mais ouais, après, moi, je préfère un peu chemin en montagne. Ouais. Donc, voilà. Mais après, il y a des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, genre dans les Pyrénées et tout, oui. Mais en vrai, n'importe. Ou le quid du Cabacnan. Ah, grave. Bah là, c'est un peu un rêve. Bah, explique-nous, qu'est-ce donc Oui, en fait, c'était mon sujet de mémoire du coup de l'année dernière. C'est pour ça que je devais partir. C'est un chemin qui fait toute l'Amérique latine, 6 pays, et 30 000 km, tout ça. Et ça a été construit avant les Incas, pré-Incas et tout. Et c'est encore utilisé aujourd'hui dans certaines régions par les habitants. Mais il n'y a pas tellement de touristes dessus. Et voilà. Ouais, non, c'est un peu un rêve. Parce que du coup, tu traverses... en fait, si tu marches un peu là-bas, souvent tu marches sur un bout du Cabacnan. Du coup, ouais. Et toi, Amy ? Voyager seule, je crois pas. Pour le coup, j'ai assez peur en général. Enfin, vraiment, je suis assez méfiante de tout et tout. Enfin, j'ai tendance à attirer les merdes. Même juste dans le métro, enfin, il m'arrive toujours un truc chiant. Et je me dis qu'à l'autre bout du monde... Enfin, je sais pas si c'est le fait d'être une femme, mais je me sens vraiment plus vulnérable quand je suis seule que quand je suis accompagnée. Même si c'est avec une autre copine, ou avec mon copain, ou avec ma mère, ou avec mon père, d'avoir une présence à côté de moi, je trouve ça hyper rassurant. Et me lancer complètement seule, je pense pas que ça me plaise. Après, partir avec quelqu'un et me faire une journée de mon côté sur place, oui, je l'ai déjà fait pour le coup et j'ai vraiment apprécié ça. Mais vraiment me lancer sans contact, aller sur place, je comprends que ça attire du monde, mais je pense pas que mon caractère fonctionne trop avec le concept. Je pense que j'aurais trop peur. Et par exemple, si là tu te rendais en Suède comme t'as fait, mais cette fois-ci toute seule, sachant que tu connais un petit peu plus les lieux, est-ce que ça te rassurerait ? Ouais, je pense qu'il y a un côté rassurant de savoir un petit peu à quoi m'attendre. Et puis même par exemple, Kiruna c'est pas à côté, mais je sais qu'il y a celui chez qui on était avec mon copain, j'ai encore son numéro, enfin j'ai quelqu'un entre guillemets sur place. J'ai également une de mes très bonnes copines qui est originaire de Stockholm et du coup qui connaît très bien le pays, et du coup si j'ai une galère, je sais qu'il y a ses grands-parents dans le coin. Enfin du coup il y a quand même un côté qui est hyper rassurant, alors que partir faire du backpacking en Asie ou quoi, j'ai une copine qui l'a fait et je l'admire beaucoup parce que j'aurais jamais osé le faire, et elle a adoré. Quand elle en parle, elle a des étoiles dans les yeux. Pour elle, c'était une de ses meilleures expériences de sa vie et je comprends vraiment, mais je pense que j'aurais pas le courage de me lancer à faire ça. Je comprends, c'est intimidant. Ouais, vraiment. Ouais, c'est le projet d'une vie, hein, franchement. Mais donc, donc c'est complètement sur un autre sujet, mais donc on est toutes les trois en master tourisme, et ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle place vous voulez donner au voyage dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire ? Est-ce que vous voulez
justement voyager avec votre travail, ou alors est-ce que vous voulez complètement séparer les deux et faire en sorte que ce soit vraiment un loisir indépendant? Comment vous voyez ça? Moi, je sais pas trop, mais ouais, j'aimerais bien que ça prenne quand même une place assez importante. Mais je pense que j'aimerais plus travailler là, dans un futur assez proche, à l'étranger et pouvoir partir un peu, faire beaucoup de terrain, mais assez proche finalement de là où je travaille ou plus loin. Mais après, les voyages longs, par exemple, quand on travaille dans n'importe où et partir en avion tout le temps, je sais pas si j'ai envie. Et puis il y a un peu le côté genre conscience écologique, je sais pas si je m'y retrouverai là-dedans. Mais en tout cas, faire un travail dans lequel tu peux bouger, pas forcément très loin, mais ouais, vraiment bouger un peu tout le temps, ça j'aimerais beaucoup. Enfin, alterner les deux. Tu te verrais en Espagne à travailler ou... Non, je pense pas. Mais ouais, je veux repartir en Espagne l'année prochaine, mais à travailler, pas forcément. Je sais pas trop où. Après, ça peut être l'Espagne en vrai. Moi, je suis pas du tout fermée. Mais ouais, l'Amérique latine, j'aimerais beaucoup un peu, genre, après le master, essayer d'aller un peu travailler là-bas pour faire quoi, je ne sais pas. Mais pour travailler ou pour voyager, je sais pas, mais si je peux aller lier les deux, ça serait vraiment super, mais c'est compliqué souvent. À moi. Alors, moi, j'ai un peu changé d'avis. Quand j'étais plus petite, de voir mes parents partir à l'autre bout du monde, je trouvais ça fascinant. Et j'ai longtemps voulu être soit pilote d'avion, soit hôtesse de l'air pour faire comme mes parents. C'est vraiment quand, du coup, ils étaient pas là, on était chez mes grands-parents avec ma sœur, on avait une grande carte du monde dans la chambre et on disait « Ah bah là, ils sont là !» Et je trouvais ça fascinant. Enfin, ouais. Je me disais « Waouh, ils voyagent beaucoup, ils prenaient des photos, ils nous montraient. » Puis on s'appelait quand ils étaient, je sais pas, disons Rio par exemple. « Ah bah t'es où aujourd'hui ? Ah bah je suis à Rio. » Enfin, je sais pas, il y avait un côté fascinant. Et du coup, je m'étais vachement projetée pour faire comme eux. J'ai vu que c'était plutôt simple, même s'il y a des contraintes de concilier la vie de famille avec ce métier. Donc je me suis dit, bah, let's go, moi j'aime voyager, c'est parti. Et en fait, en grandissant, bah déjà je pense qu'il y a la conscience écologique aussi qui joue par exemple pas mal. Mais j'ai plutôt envie de garder le voyage de l'ordre de l'exception. De vraiment, si je dois partir loin, que ce soit longtemps, que ce soit un voyage réfléchi, choisi, etc., plutôt que de partir dans le cadre de mon travail, parce que vraiment mes parents du coup bah, ils aiment leur métier pour le coup, même si ma mère elle a pas mal souffert de l'éloignement avec ses enfants quand on était petite, enfin c'était pas forcément toujours facile, mais du coup dès qu'ils rentraient du travail, pour eux le luxe finalement c'était de rester à la maison. Quand ils étaient là, on sortait pas, genre on faisait pas de sortie culturelle à Paris ou quoi, on restait à la maison, pour eux c'était le meilleur moment de leur mois à limite. Et quand on partait en vacances, même si c'était à l'autre bout du monde, quand on était petite, c'était en club all-inclusive. Donc je considérais pas que je voyageais dans le pays, parce que quand t'es dans un club all-inclusive, par exemple on est parti à Punta Cana, je suis restée 15 jours au Club Med, alors c'était super. Quand t'es petite, tu vas au club enfant, tu t'éclates. Je suis restée 15 jours au Club Med à Punta Cana. Et donc quand t'es petite, t'es contente d'être en club enfant, de faire des spectacles, faire du sport, enfin tu t'amuses. Mais avec le recul, je considère pas que j'ai vu Punta Cana. Ouais. J'ai même rien vu de Punta Cana. Donc, il y avait un petit peu ce côté, bah, du coup, quand tu travailles quand tu voyages dans le cadre de ton travail, comme tu es un peu sous contrainte, bah, quand tu es en vacances, tu voyages différemment et tu te reposes. Et moi, du coup, c'était plus ce à quoi j'aspirais en grandissant. Je voulais apprécier de voyager, parce que parfois, bah, quand ils voyagent, c'est sous contrainte. Et je trouvais ça triste de partir au bout du monde en étant dégoûtée d'y aller, quoi. Du coup, bah non, je veux plus faire comme eux. Je veux juste voyager quand j'en ai envie. Et comme ça, quand je voyage, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je vais là-bas. Et je profite de la culture locale et je m'immerge. Je pars pas m'enfermer dans un club. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je comprends qu'il y en ait qui s'y retrouvent là-dedans, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je veux faire quand je voyage. En fait, tu recherches un petit peu le fait d'être peut-être dépaysé, de la rencontre de nouvelles cultures, etc. Ouais. Vraiment changer d'environnement. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que quand t'es dans un club comme le Club Med, bah... t'es là-dedans, le réveil c'est à 1 heure précise pour pas rater le début du club enfant, la cantine c'est ouvert à 1 heure précise, enfin tu vois rien de la culture locale. Alors que quand on était plus grande avec ma sœur, par contre là on est parti dans des locations, même si encore une fois mes parents ils aimaient bien le côté reposant, on faisait pas forcément grand chose dans le pays, bah déjà là il y avait un côté plus culturellement riche, et aujourd'hui ouais j'ai vraiment envie de faire ça, de m'immerger dans le pays, même aller chez l'habitant,
ou en auberge de jeunesse, rencontrer du monde. Je trouve ça beaucoup plus stimulant, beaucoup plus enrichissant. Donc le voyage dans ma vie, carrément bien sûr, mais différemment de quand j'étais petite, ça c'est sûr. Et donc, tes parents, quand ils voyagent dans le cadre de leur travail, ils sont très absents, ils partent... Du coup, il y a plusieurs formes du métier. Oui, dans le sens où il y en a qui restent en France, qui font des vols court courrier, ou moyen courrier en Europe, ou long courrier. Mes parents, c'est que du long courrier. Quasiment depuis que je suis petite, ils ont fait que ça. Et du coup, ils sont là, globalement, 15 jours sur 30 par mois. Donc la moitié du mois. Le reste, c'est de l'escale. Et quand tu fais ce métier, t'as pas forcément Noël, t'as pas forcément les anniversaires de tes enfants. Du coup, il y a des contraintes un peu reloues, mais chaque travail a ses contraintes de toute façon. Mais du coup, quand j'étais petite, j'en ai un petit peu souffert de cet éloignement un peu forcé. Même si j'étais très bien chez mes grands-parents, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que spontanément, les gens pensent du coup, t'as jamais vu tes parents quand t'étais petite ? La moitié du mois. Je pense pas les avoir moins vus que quelqu'un qui a ses parents qui partent très tôt et qui rentrent très tard la semaine. C'était juste différent. C'est ça. Que du coup, quand ils sont là, ils sont complètement tout le temps. Ouais, c'est ça. C'était ça aussi que je trouvais cool quand je me projetais à leur place dans ce même métier. Je me disais, ok, t'es pas là, mais quand t'es là, t'es vraiment là. Le week-end, tu fais ce que tu veux avec tes enfants. Après, c'est irrégulier. Donc, par exemple, ils s'engageaient pas dans les sorties scolaires 2 mois à l'avance parce qu'ils ont leur planning pour le mois prochain 1 mois à l'avance. Donc, c'était un petit peu relou parfois pour certains trucs, mais rien de très grave. Et donc, pour toutes les deux, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. C'est est-ce que... Donc, toi, tu avais parlé du Pérou tout à l'heure. Est-ce que vous avez une destination de rêve ? Vraiment un truc où vous vous dites, il faut y aller. Je ne peux pas mourir sans avoir mis le pied là-bas. Moi, ça a longtemps été l'Afrique du Sud. Même si je veux y retourner, je peux mourir en me disant j'y étais allée, ça y est. Pas tout de suite, mais c'est fait. Et sinon, du coup, finalement, en fait, je connais pas très bien la France. Je suis jamais allée en Bretagne, par exemple. Oh là J'ai là. très honte de le dire. J'ai déjà mangé du kouign-amann, mais c'était en Normandie. Donc, je t'en ramènerai. Merci. Mais par exemple, à la Bretagne, je sais qu'il y a des paysages absolument magnifiques à voir et j'aimerais beaucoup y aller. La Corse aussi, c'est des paysages qui ont l'air fous. Un peu plus loin, l'Italie, Rome, j'aimerais énormément la faire, cette ville. Donc, j'ai pas une destination de rêve, mais il y en a quand même beaucoup. Je me dis, je peux pas mourir sans les avoir fait, quoi. C'est pas possible. Pardon. Donc ce que je disais un peu tout à l'heure, un peu toute l'Amérique latine, c'est un peu un rêve, genre de partir un peu en road trip. Road trip voiture ou... Plutôt à pied, genre bus, je sais pas trop, mais pas tellement voiture, je pense pas. Stop. Ouais, un peu. Après, seul c'est un peu chaud, mais un peu partout, je pense, même... En Asie, même en Europe, en fait. Ouais, c'est un peu partout. chaud, quand même. Mais après, j'aimerais beaucoup avoir le courage de le faire. Ouais. mais sinon, ouais, genre se déplacer un peu en bus ou... Après, c'est sûrement à pied, quelque quoi. chose... c'est quelque chose qui peut venir après avec l'expérience de voyage. Tu vois, plus... j'ai découvert, par exemple, le voyage avec mes amis un peu tard, on va dire. Enfin, tard, ça va, 18 ans. Et en fait, j'avais eu cette frustration depuis enfant de ne pas pouvoir gérer moi-même mes voyages. Ouais. Et une fois que j'ai commencé à découvrir ça, après, je ne suis pas de nature très craintive. J'ai plutôt du genre à je me débrouiller, etc. Mais à partir du moment où je me suis rendue dans 2-3 destinations, c'était d'abord en Normandie, en Bretagne, etc., je me suis rendu compte que... En fait, on se débrouillait très bien toute seule. Ouais. Et que les locaux, souvent, pouvaient t'aider et étaient vachement à l'écoute. Et du coup, nous, on a essayé de faire ça pour l'étranger. Bon, le Covid est arrivé et le plan a été annulé. Mais j'ai l'impression que plus tu... Ouais, je pense que ça apprend un peu aussi à voyager. Parce que tu revis pas les mêmes galères, forcément. Puis tu sais, par exemple, quoi prendre dans son sac. C'est un peu bête, mais tu te dis, ça, j'en ai besoin. J'ai pas d'exemple précis, mais des petits tips. Par exemple, pour les voyages en bus ou quoi, tu sais que prendre ce type de transport, c'est moins cher. Enfin, il y a un côté aussi budget. Ouais, complètement. Je pense que ça s'apprend, le truc de faire du stop seul et tout. Je pense qu'au début, c'est très compliqué. Ça dépend où on est, hein, mais au début, ça doit être très compliqué. Et je pense qu'à la fin, c'est un peu routine. Enfin, tu sais, ta copine qui a fait l'Asie en sac à dos. Le Vietnam, je crois. C'est rigolo qu'on parle de ça parce que justement, les prochaines intervenantes
intervenants de la semaine prochaine, c'est des personnes qui sont un peu des serial autostoppeurs qui viendront nous raconter ça. Bon, surtout en Europe, parce que du coup, ils ont commencé au moment du Covid, mais il y a des anecdotes qui vont être très intéressantes, je pense. C'est clair. Et du coup, pour rebondir sur votre destination de rêve, est-ce que vous avez une destination où vous ne voulez absolument pas aller ? Alors quelque chose où vous dites ça, jamais, moi vivante. Moi, je suis pas du tout. Assez ouverte, hein, vraiment. Je vais parce que même il y a des destinations, je pense, qui m'attirent moins, où je me. Mais si j'ai l'occasion, bah pourquoi pas. Même des destinations qui m'attirent. Enfin, par exemple, Dubaï ou quoi. Il y a beaucoup de personnes qui y vont. Moi, ça m'attire pas, mais d'un autre côté, ça doit être assez impressionnant à voir une ville qui a été construite aussi rapidement. Mais sur un truc comme ça, j'irai pas. Mais je me dis pas, je n'irai jamais parce que ça doit être quand même assez fou en fait à voir comment le contraste entre Dubaï et le désert. Ouais, ou même l'à côté, genre les coulisses où c'est horrible, mais. Ouais, c'est vrai. Et il me semble que tu étais partie à Dubaï, toi, ouais. Ou Oui, c'était assez rapide. Encore une fois, c'était dans le cadre du travail de mes parents. J'ai accompagné ma mère sur son vol. Et tu vois, comme tu dis, il y a le côté curiosité, au fait. Je suis contente d'y être allée pour avoir vu ce que c'était. Ouais. Mais j'y retournerai pas maintenant que je l'ai vu. Ouais, c'est vraiment juste pour voir, effectivement, à quel point c'est Disneyland. Enfin, genre un peu une ville... J'ai mal à comprendre l'intérêt. Ouais, l'intérêt. Mais après, après, il y a des chouettes activités. Par exemple, quand j'avais 12 ans, je rentre dans un centre commercial, je vois une piste de ski. Je me suis dit, waouh, ils font des trucs super. Enfin, à ce moment-là, je me suis pas du tout, j'ai pas pensé écologie, machin. Enfin, je me suis dit juste, waouh, c'est fou ce qu'ils font ici. Après, on avait fait un parc aquatique, pareil, une taille monstrueuse avec des aquariums géants. Enfin, c'est Disney en fait. Ouais, c'est vraiment Disney. Ouais. Donc le refaire, non. Mais effectivement, je comprends que c'est une destination qui attise au moins la curiosité des gens parce qu'il y a des trucs un peu fous. Après, sinon, des endroits où j'aimerais pas aller, pas pareil, il y en a pas. Après, tout dépend du contexte géopolitique aussi. Enfin, en ce moment, on n'irait pas à certains endroits évidents. Question de sécurité. Mais sinon, sur le papier, il n'y a pas de pays qui me repousse. Il y en a qui m'attirent moins que d'autres, pareil. Mais tout évolue tellement rapidement que ça se trouve, dans 10 ans, une destination n'aura plus du tout le même visage. Exactement. Ouais, puis dans n'importe quelle destination, il y a des trucs à prendre. Enfin, grave. Il y a un peu des choses intéressantes partout. Question un petit peu bête, et je pense qu'on en connaît tous la réponse, mais vous verriez une vie sans voyager ? En vrai, je sais pas, ça dépend un peu. On peut en... Par exemple, avec le Covid, moi, je suis pas mal allée en France ou pas loin. Après, ça dépend ce qu'on appelle voyage, mais par exemple, si on dit voyager, c'est aller loin. Sans aller loin, je pense que ça me frustrerait beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'aller voir des choses. Je sais pas. En fait. Mais il y a plein de choses à faire pas loin. Et des choses super, et c'est pas forcément mieux si on va loin. En France, on a déjà une belle diversité. Ouais. Il y a énormément de coins qui sont magnifiques. Ouais. Un excellent livre de Patrick Beau qui s'appelle France secrète, qui présente en fait des lieux assez méconnus en France, mais qui sont vraiment très très beaux. La forêt du Helgoat, le Colorado provençal, des curiosités géologiques, mais aussi des choses culturelles. Le palais idéal du facteur cheval aussi. C'est un excellent livre, voilà, que je recommande. J'adore Patrick Beau. Du coup, est-ce que je vois ma vie sans voyage ? Je pense pas. Parce que mine de rien, depuis que je suis petite, le voyage, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Après, voyager différemment, par contre, oui. Ça, j'ai déjà dit, mais j'insiste un peu là-dessus. Donc, une vie sans voyage, non, mais voyager différemment, moins loin, plus longtemps. Un petit peu cette dynamique de tourisme plus responsable, finalement. Oui, carrément. Mais pas sans voyage, c'est sûr. Donc du coup, merci beaucoup les filles, et donc merci également à Pierre, notre super ingé son qui a été là pendant tout l'enregistrement. C'était un moment très chouette avec vous. Oui. Pour les auditeurs, j'espère que vous avez aimé nous écouter, et à très bientôt sur Jeune Voyageur, le podcast voyage de Télé Sorbonne. Wow.